lors de la cérémonie d'ouverture, nous entamons la phase des échanges. Et le premier thème qui va nous intéresser tout à l'heure est l'information comme bien public. Et moi, je suis Daouda Mariko. Je suis ancien membre du comité de pilotage de la Maison de la Presse et actuellement directeur de Radio Kénédougou de Sigasso. On vient tout de suite de me faire l'honneur, voilà, on vient tout de suite de me faire l'honneur vraiment d'accepter et modérer cette conférence qui va être vraiment animée par le doyen Maman Cissé. Maman Cissé est le président de la commission médias éthiques de la Haute Autorité de la Communication et en même temps il est membre d'un dispositif très important de l'IMOA. C'est le comité des juristes experts en régulation des médias et en technologie de l'information et de la communication éthique. Donc c'est un acteur de premier plan. Donc il est en terrain connu. Il a été directeur de publication et il était là lors de toutes les réflexions qui ont été initiées depuis vraiment les années 91 par rapport vraiment aux questions des médias. Donc je pense que ce thème-là, je suis très bien. Et Maman Cissé, il n'est pas à présenter. Donc très rapidement, on va lui passer la parole pour que, de façon pas très étendue, parce que quand on lui donne les micros, ce n'est pas facile vraiment de l'arrêter. On a 1 heure pour finir ce travail-là. Donc il va nous faire le plaisir vraiment de limiter sa présentation dans le temps. Moi, je voudrais lui accorder, vous pouvez faire ça en combien de temps? Bon, je vais lui accorder 20 minutes, 15 à 20 minutes pour vous permettre d'avoir du temps de réagir. Cela vous va? D'accord. Donc, Monsieur Cissé, vous avez la parole pour votre présentation sur l'information comme bien public. Je vous remercie. Suivez, s'il vous plaît. Accepté de rester encore avec nous et partager cette première partie de la journée des exposés avec nous. Belko, ça va? Tu as la situation? Ok, d'accord. On fait l'honneur à Ramata de s'installer, après on va commencer. Mariko, tu es d'accord? Oui. Voilà. Voilà. Merci pour les bon, bisous à distance. Merci pour les retards. Donc, merci bien. Encore une fois, comme je l'ai dit dans mon intervention pendant la cérémonie officielle, je m'excuse, j'ai la voix un peu enrouée, je suis grippé depuis 2 jours. Je remercie la Maison de la Presse de m'avoir confié ce thème. Je me rappelle qu'il y a le jeudi dernier, qui n'est pas ce jeudi qui vient de passer là, le jeudi d'il y a 2 semaines, Monsieur Dante m'a appelé pendant que j'étais à Ségou à des obsèques d'un ami, pour me dire que le thème retenu de l'UNESCO, nous avons voulu le confier à vous. Monsieur C, j'ai dit, mais je suis jusqu'à Ségou. Il m'a dit, vous êtes réquisitionné. Donc, de la presse et de la Maison de la Presse, je suis toujours prêt à accepter les réquisitions de grande sœur. Donc, c'est en réquisition que j'ai préparé ce document-là. Donc, parler de l'information comme bien public, l'UNESCO est allé plus loin. L'UNESCO dit de faire la promotion de l'information comme un bien public. Donc il faut qu'on en fasse un plaidoyer, qu'on en fasse une promotion, et ainsi de suite. Et le texte que je vais vous présenter, je l'ai présenté sous 3 angles. Un premier angle vue de l'UNESCO, deuxième angle vue de la réalité de chez nous, et troisième angle, c'est une analyse personnelle vue sous l'angle du 4e pouvoir qu'on est censé être, même si on ne l'est pas. Voilà. Donc s'agissant de l'UNESCO et du 30e anniversaire de la déclaration
de Windhoek que nous vivons aujourd'hui, sans faire une genèse de cette déclaration de la Journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai, l'on peut juste rappeler que la conférence de Windhoek de 1991, c'est pas bon? Je ne peux pas le tenir et tenir mon papier. Bon, donc je suis avec les techniciens d'abord. Donc je crois que ça va. C'est bon. C'est bon. Donc je disais que je ne vais pas faire la genèse de la déclaration de Windhoek de 91, mais je peux juste rappeler avec vous que la conférence de Windhoek de 1991 était axée sur la presse écrite. En 1991, fondamentalement, après les révolutions que nous avons connues, c'est la presse écrite qui était d'actualité. Et 10 ans après, elle a prôné la liberté de la presse, et la presse écrite a été une réalité pendant ces premières années, et elle a été même une référence. Et elle a été une grande accompagnatrice de tous les mouvements démocratiques dans nos différents pays, et singulièrement au Mali. Et c'est pour ça que généralement, chaque fois que la presse, le 3 mai arrive, les acteurs du mouvement démocratique dans notre pays sont toujours prêts à être aux côtés de la presse pour continuer ce combat-là, parce que les premiers journaux ont été animés aussi par ces acteurs ou ces militants du mouvement démocratique, ou à visage découvert ou en clandestinité, notamment avec les 3 mousquetaires que nous avons eus à l'époque, La Roue, Les Échos et puis Aurore. Dans certains, ils ont milité, ils ont écrit à visage découvert, dans certains, ils ont écrit sous des pseudonymes, mais en tous les cas, ils ont été des animateurs de ces mousquetaires-là. Et pendant les 10 premières années, on a cheminé sur cette presse écrite. Et 10 ans après, en 2001, Windhoek, encore 10 ans après, a mis l'accent et a mis en lumière les communications par ondes hertziennes qui ont donné naissance à la charte africaine sur la rediffusion. Donc les radios sont rentrées dans la danse et là aussi on a essayé de créer une espèce de charte africaine qui puisse encadrer les radios et demander au pouvoir et aux autorités des années 2000 jusqu'à 2011 d'accompagner ces nouveaux médias pour qu'ils puissent avoir un ancrage réel dans la démocratie et être des véritables porteurs de nos démocraties. En 2011, pour son 20e anniversaire, je le disais dans le discours que j'ai prononcé tantôt, la conférence soutenue par l'UNESCO s'était concentrée sur le droit des personnes à rechercher et à recevoir des informations, ce qui avait conduit les Nations Unies, à travers l'UNESCO, à reconnaître le 28 septembre comme journée internationale de l'accès universel à l'information. C'est à partir de 2011. Cette année, pour aller vite, cette année 2021 verra la célébration de ce 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek, toujours à Windhoek en Namibie là-bas. Et à cette occasion, une conférence, comme nous sommes en train de le faire maintenant, est en train d'être animée et organisée par l'UNESCO et le gouvernement de Namibie en association avec de nombreux partenaires du monde entier sur le thème Windhoek 21, promouvoir l'information comme un bien public. Donc au moment où nous sommes en train de parler de ça, eux aussi sont en train d'exposer le même thème et de voir quelles sont les résolutions finales qu'ils peuvent dégager de cela. La dite conférence est pour évaluer le chemin parcouru en termes de liberté de la presse et de liberté d'expression, mais réfléchir également aux défis et opportunités persistantes et nouveaux. La célébration du 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek devrait déboucher pour l'UNESCO sur une nouvelle déclaration axée sur les aspirations actuelles et futures en matière d'information en tant que bien public. Pour les bureaux de l'UNESCO, le représentant de l'UNESCO, j'espère qu'il est toujours là, mais il nous a déjà évoqué ça. Pour les bureaux de l'UNESCO en Afrique de l'Ouest, il est clair que l'évolution rapide des communications numériques a transformé les supports d'information et l'information elle-même. La montée et la domination des plateformes technologiques ont exacerbé cette transformation, suscitant des questions troublantes sur la gouvernance et la propriété des données. En général, en Afrique, et en Afrique de l'Ouest en particulier, l'augmentation constante de la pénétration de l'Internet, alimentée par la technologie mobile, présente de nombreuses opportunités, mais aussi des défis en termes de mode de génération, d'accès et de distribution de l'information, ainsi que des questions de sûreté et de sécurité. Aujourd'hui, l'information coexiste avec de nombreux autres types de contenus dans une sphère de communication de plus en plus numérique et est confrontée à la désinformation et au discours de la haine. Déjà en 2020,
l'année dernière, l'UNESCO, à travers son programme Communication et Information, a priorisé ses interventions en Afrique de l'Ouest et du Sahel sur la promotion de la liberté d'expression, le développement des médias et la sécurité des journalistes, tout en orientant son action sur l'accompagnement de la riposte à la COVID-19, l'émergence de la pandémie ayant donné lieu à la prolifération de la désinformation et à l'application de plusieurs états de mesures restrictives affectant à la fois la liberté d'expression et la viabilité même des médias. Cette riposte s'est axée sur la lutte contre la désinformation, la mésinformation, la stigmatisation et la discrimination, le renforcement des capacités des professionnels des médias et la résilience des médias. Pour cette année 2021, l'UNESCO souhaite mobiliser les experts, les organisations des médias et de la société civile, les professionnels de l'information et de la communication pour faire le point sur la liberté d'expression en Afrique de l'Ouest, en fonction des défis auxquels la sous-région est confrontée. Un accent particulier sera mis sur la viabilité des médias, la transformation des plateformes en ligne et la capacité des citoyens de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel en matière d'éducation aux médias et à l'information. Parce qu'il faut savoir nager dans l'océan d'informations que nous avons aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Internet et tout ce que nous savons. Et par rapport à tout ça, quitte du Mali. Au Mali, comment se vit toute cette situation par rapport à l'accès à l'information et par rapport à l'information comme un bien public d'intérêt général? Le processus démocratique que le Mali a connu depuis 1991 suscite une demande croissante de la part de ses citoyens pour une gouvernance transparente et un service public de meilleure qualité. Dans les sociétés démocratiques, le droit à l'information favorise l'exercice des autres libertés publiques. L'accès à l'information est le moyen pratique, effectif et légitime permettant aux citoyens d'exercer le contrôle de l'action publique et de savoir pourquoi, par qui, comment et quand les décisions publiques sont prises et mises en œuvre. La conduite de la chose publique dans l'opacité gêne ou entrave le progrès social, économique et même politique du pays en favorisant notamment la corruption, l'absentéisme, l'abus du pouvoir, la mauvaise gestion et le gaspillage. C'est connu et prouvé que le droit à l'information oblige les gouvernants à agir dans la transparence, les oblige à la responsabilité, à rendre compte de leurs actions aux citoyens qui les ont élus. Au Mali, la société civile et le secteur privé commencent à s'intéresser à ce sujet. Il ne pouvait en être autrement puisque le contrôle citoyen de l'action publique et son implication à la formulation des politiques publiques sont des impératifs de la gouvernance démocratique. Aussi, à travers l'accès à l'information, le secteur privé dispose des informations relatives au marché public et à bien d'autres domaines pour mieux les contrôler et mieux se plaindre quand ce n'est pas correct. L'adoption des textes garantissant aux citoyens le droit à l'information est un processus qui s'universalise en faisant sauter tous les obstacles et tous les verrous juridiques et institutionnels. Le droit à l'information n'est pas exclusif à une catégorie de la population. Ce n'est pas non plus l'apanage des seules ONG, hommes d'affaires ou journalistes. Ce droit fondamental a de nombreuses répercussions sur la réalisation d'autres droits fondamentaux des individus et des groupes dans toute société. Il s'agit notamment, entre autres, du droit à la santé, du droit à l'éducation, du droit à l'habitat, du droit au travail. Par ailleurs, le droit à l'information participe à l'effectivité du droit de vote, du droit de participer à la vie publique et du droit de demander des comptes aux élus et responsables de l'État, notamment sur leur gestion et le bilan de leur travail. L'accès à l'information est donc un impératif pour la bonne gouvernance. Pour améliorer le cadre juridique relatif à la mise en œuvre de ce droit, une réflexion portant sur la problématique du droit des citoyens à accéder librement à l'information détenue par les pouvoirs publics doit être menée. Tout individu doit avoir une chance égale pour exercer le droit à la liberté d'expression et à l'accès à l'information, sans discrimination aucune. En outre, toute personne a le droit d'accéder à l'information détenue par les organes publics et privés dans le cadre d'une loi. Les autorités maliennes, au cours des deux dernières décennies, ont posé des actes pour marquer leur volonté de transparence et de respect du droit du citoyen à l'information. On peut évoquer, entre autres, la loi 98-012 du 19 janvier 1998, régissant les relations entre l'administration et les usagers des services publics. Son décret d'application
du 30 décembre 2003 fixant les modalités d'application de la loi régissant les relations entre l'administration et les usagers du service public. La loi numéro 02-052 du 22 juillet 2002 relative aux archives. La lettre circulaire numéro 044 PRM du 30 janvier 2004 relative à l'amélioration de la communication gouvernementale qui veut améliorer la communication vers le public. Et ensuite, les recommandations des séminaires ateliers nationaux sur la transparence dans l'action gouvernementale tenue à Bamako les 24-25 mars 2004 au Palais des Congrès, organisé par le médiateur de la République. L'invitation par le président Amadou Toumani Touré du Centre Carter à effectuer une mission d'échange d'informations et d'évaluation en 2004 avec pour objet d'évaluer les possibilités de développer un système de libre accès à l'information au Mali, de le conseiller sur les différentes possibilités pour aborder cette question. Parce qu'à l'époque, il se disait avec certains de ses experts que la loi de 98 n'était pas très bien comprise. Donc le décret d'application qui en est issu en 2003 ne complétait pas à leurs yeux très bien l'idée dans laquelle ils voulaient aller. Donc ils ont demandé conseil au centre Carter qui a même mis en place une cellule auprès de la présidence de la République à l'époque. Les conclusions des 3e journées nationales de l'information et de la communication de décembre 2009 aussi ont joué à cela et elles ont conduit à l'atelier de relecture des textes régissant les médias en République du Mali tenu à Selengue du 22 au 28 août 2010 organisé par le ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies en partenariat avec l'UNICEF, le FINIAP, les organisations professionnelles et les instances de régulation et d'autorégulation des médias de l'époque. À l'issue de cette rencontre, plusieurs avant-projets de loi et décrets, dont ceux de l'accès à l'information, ont été proposés. Et la mission avait été confiée au ministère de la Communication de s'impliquer fortement en faveur de ces textes. Les organisations professionnelles, les instances de régulation et d'autorégulation, je parlais du Conseil supérieur de la communication et de l'ODEP à l'époque, ont exprimé leur disponibilité à mener tout plaidoyer à cet effet ou à entrer en réseau ou en alliance avec tous ceux qui veulent influencer le gouvernement à aller à cette décision. À la décharge des uns et des autres, les coups d'État de 2012 et de 2020 ont retardé la finalisation du processus. Il existe quand même au Mali un cadre juridique et institutionnel relatif à la libre circulation des informations et des mécanismes de protection du droit à l'information. Ces instruments juridiques relatifs au droit d'accès à l'information sont normalement la Constitution du 25 février 1992 et les textes législatifs et réglementaires. La Constitution du 25 février 1992 consacre la liberté d'information en disposant, je cite, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression et de création dans le respect de la loi. » Fin de citation, article 4 de la Constitution. Il ressort de cette disposition que le droit d'accès n'est pas explicitement consacré par la norme fondamentale qu'est la Constitution. Toutefois, il faut souligner que les instruments juridiques internationaux et régionaux ratifiés par le Mali consacrent le droit d'accès à l'information. Au plan international, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, ratifiés par le Mali en 1976 déjà, garantissent à tout individu le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit à ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 19. Au plan régional, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose « Toute personne a droit à l'information. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. » Mais le faible niveau d'information de la population du Mali par rapport au cadre juridique actuel et à la loi 98-012 que vous avez vu, même, je vous ai dit, même sous ATT, les dirigeants ont dit qu'ils n'ont pas bien compris, ils ont invité le centre Carter à la rescousse pour les aider à faire. Ça veut dire que depuis 98, 97, 98, on est dans la logique de l'accès à l'information, en tout cas de l'accès des usagers des services publics à l'information publique. Malheureusement, les gens ils sont sous-informés et les fonctionnaires n'encouragent pas les gens à plus d'informations pour s'y mettre. Et ça a été un grand handicap. En conséquence,
Les citoyens connaissent peu leurs droits face à l'administration, tandis que les fonctionnaires de l'État ne mettent que lentement en œuvre la culture du service public à laquelle cette loi est censée donner corps. Par ailleurs, il a été relevé que la Constitution garantit des droits et des devoirs humains fondamentaux, y compris le droit à la liberté de pensée et d'expression. Toutefois, elle ne reconnaît pas explicitement le droit du citoyen malien à l'information publique. Une réflexion sur l'inclusion d'un énoncé sur le droit à l'information en tant que principe fondamental pourrait faire partie de la relecture en cours de la Constitution. L'adoption d'un tel principe ferait du Mali un des leaders sur le continent africain dans la bonne gouvernance et la consolidation de la démocratie. Pour concrétiser la promesse d'émancipation citoyenne implicitement liée au droit de savoir, il est absolument nécessaire de susciter une exigence d'information au sein de la population. Et d'abord, chez les plus pauvres et les plus vulnérables, les femmes, les jeunes, et tous ceux que le manque d'accès à l'information risque de pénaliser le plus lourdement. Comment étendre le champ social de cette pratique pour inciter ceux qui ont le plus besoin à exercer leur droit de savoir? Comment relever les défis liés à l'ignorance, à l'absence d'accès aux technologies, à l'isolement ou à la barrière des langues? En quoi les pouvoirs publics, mais aussi les chercheurs, les universitaires et les représentants de la société civile peuvent-ils encourager la volonté d'être informés de la population? Peut-être la contribution des médias en particulier. Et quelle peut être cette contribution? Pour un accès équitable des citoyens à l'information, il est nécessaire d'entreprendre des réformes juridiques et institutionnelles et d'explorer des pistes de recommandation pour l'accès à l'information au Mali. En somme, pour imposer l'information comme un bien public d'intérêt général auquel tous les citoyens ont droit. Aujourd'hui, il va falloir installer une véritable campagne d'éducation citoyenne de la population en général et en particulier la formation des secrétaires, des agents des bureaux d'accueil et des agents des services qui détiennent les informations destinées au public. La loi numéro 92-012 du 18 janvier 1998 sur les relations entre l'administration et les usagers des services publics est mal connue du public, imprécise et n'est pas contraignante pour les autorités. En effet, les participants aux 3e journée nationale d'information et de la communication de 2009 ont relevé que cette loi ne traite que des relations entre l'administration et les usagers du service public. Les participants ont ainsi recommandé l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle loi pour prendre en compte les spécificités de la fonction de journaliste. Dans le cadre des réformes en cours, il est important d'insister sur la nécessité de consacrer le droit du citoyen à l'information comme un droit constitutionnel, à l'instar du droit du travail, du droit à la santé et du droit à la sécurité. Dans la perspective d'élaboration ou de réforme des textes régissant l'accès au domaine public informationnel, il est important de veiller à se conformer aux normes internationales recommandées en matière de recours en cas de rejet de demande d'information par le citoyen, par le journaliste ou par une instance étatique vis-à-vis d'une autre. Par ailleurs, il faut veiller à l'effectivité des dispositions relatives aux sanctions encourues par tout détenteur d'informations publiques qui en empêche l'accès ou la divulgation sans raison valable, c'est-à-dire sans raison dûment prévue par une loi ou un règlement. Enfin, il faudra aussi envisager l'élaboration d'une stratégie nationale d'accéder à l'information pour la presse et les chercheurs et de chercher les moyens pour son application. Il est constant que l'information est un bien public certain qui mérite d'être partagé. C'est grâce à son accès que les citoyens peuvent avoir connaissance des actes posés par l'administration. Cela pourra contribuer à démystifier le fonctionnement de l'État. Autrement dit, il faut une bonne information pour que le public puisse participer à la gestion de la chose publique, se sentir concerné. Par conséquent, l'information doit être suffisamment disponible et facilement accessible. Ce qui conduit forcément à l'autonomisation des citoyens dans leur choix de tout genre. Ça permet aux citoyens de savoir qui est le leader qui est capable de le diriger, qui peut le diriger, et quelles sont les sanctions qu'encourent ceux qui sont en train de le diriger actuellement et qui le font mal avec les informations qu'ils ont. Tout ce qui touche à la vie des citoyens doit être connu, communiqué, publié et accessible. Tout citoyen a droit à des informations qui le concernent directement. Ce sont des informations sur les droits et devoirs, l'environnement économique, politique et social, les obligations vis-à-vis de l'État et vice-versa, les lois des finances, l'examen du budget de l'État, l'aide apportée par les partenaires au développement, les projets de textes d'importance, les actes pris par l'État au nom du citoyen, etc.
Bien sûr, dans cet océan, le citoyen s'orienterait difficilement. Si l'on veut faire utile, il vaut mieux ignorer le principe juridique selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Car le problème d'accès à l'information publique par les usagers reste une préoccupation fondamentale pour le renforcement de la démocratie. On n'est pas censé ignorer la loi quand on sait comment la loi a été faite et comment la loi se fait et dans quelle langue la loi est dictée pour pouvoir la connaître. Dans une population analphabète à 80%, ce n'est pas évident que tout le monde soit dans cette logique de nul n'est censé ignorer la loi. Donc il faut faire attention à ça et aller par l'éducation aux médias et par l'information et la vulgarisation de ces textes-là pour que les citoyens soient au fait des choses et puissent décider en connaissance de cause. Cette loi me convient-elle ou elle ne me convient pas? Il faut que les parlementaires de plus en plus rendent compte effectivement des lois qui ont été votées et en quoi elles consistent pour que les citoyens sachent désormais à quelle sauce elles vont être mangées. Est-ce que cette assemblée est digne de les représenter pour une prochaine fois? Est-ce qu'elle doit être sanctionnée pour une prochaine fois et être changée par d'autres qui ont des programmes meilleurs à elle plutôt que les lois scélérates auxquelles elle les a habitués et qu'elle les a imposées? Et dans cette logique, et à l'image d'un confrère du journaliste d'investigation Edwin Plenner de Mediapart, qui soutient mordicus que le quatrième pouvoir, la place de quatrième pouvoir de la presse, l'on peut retenir que l'information en tant que bien public est consubstantielle de la démocratie et de la bonne gouvernance. Dès tant que l'information est bien donnée, elle est donnée dans le sens de l'intérêt général, dans le sens que c'est un bien public, cela peut aider la démocratie et la gouvernance à s'exercer à bon escient et dans les meilleures conditions. Maintenant, quitte de la réalité du quatrième pouvoir, c'est le troisième pan de la communication que je voulais vous donner la dernière. Je crois que je suis dans les délais, je suis en train de progresser. Voilà. Pour légitimer ce quatrième pouvoir de la presse, Plenel et l'une plénaire de Mediapart lui confère un double fondement sacré, intouchable, celui de la démocratie du peuple. Il ne cesse d'insister sur le rôle clé du journaliste en République, martelant l'idée que la démocratie ne saurait se réduire aux seules élections. C'est un peu le problème qu'on a ces derniers temps. Les Occidentaux et tout le monde nous fait croire que seulement la démocratie, c'est les élections. Même aujourd'hui, on se dit, dès qu'on a les élections, la transition a réussi sa mission et tout et tout. La démocratie, ce n'est pas que les élections, c'est beaucoup d'autres choses, c'est un ensemble de choses. Et quand on parle de refondation, on ne parle pas de refondation par rapport à des élections seulement. On parle de refondation par rapport à la compréhension de l'État même, aux valeurs qu'on donne à l'État, et aux valeurs qu'il faut défendre pour accompagner cet État-là. Il en appelle pour fonder sa théorie au grand Victor Hugo. Victor Hugo qui dit, je cite, d'après Victor Hugo, la souveraineté du peuple se manifeste sous deux formes, d'après Victor Hugo. D'une main, elle écrit, c'est la liberté de la presse. De l'autre, elle vote, c'est le suffrage universel. Donc, c'est un tandem qui doit se suivre. On ne peut pas avoir des élections crédibles et transparentes si elles ne sont pas retransmises dans les meilleures conditions, si elles ne sont pas transparentes pour que les médias puissent les couvrir et rendre compte de comment elles se sont déroulées pour montrer que celui qui a gagné ou celui qui n'a pas gagné est à sa place. Pour faire de la place à ce quatrième pouvoir, Plenel est donc conduit à relativiser les trois autres et à bâtir une légitimité de la presse équivalente. Le droit de savoir comme droit fondamental des électeurs. Pour agir en citoyen, pour voter, répète-t-il souvent, le citoyen doit savoir et être informé. Généralement, à la limite, il ne faut pas continuer à considérer les citoyens ou les populations comme des moutons de Panurge, qu'on amène un bétail électoral à qui on donne de l'argent ou on distribue quelque chose, il doit voter. Il faut l'aider à avoir des convictions, à savoir pourquoi il va voter, pour qui il doit voter et quel est le mérite de celui pour qui il va voter. Et en quoi il est comptable du vote qu'il donne aussi. Donc, je me dis que c'est très important. Et aujourd'hui, de plus en plus, hier j'écoutais un des doyens qui disait que le quatrième pouvoir ne peut pas être une réalité parce que les journalistes ne sont pas élus. Mais les juges ne sont pas élus non plus. L'exécutif n'est pas élu non plus. Les députés sont élus, mais ils sont mal élus. Aujourd'hui, le seul rempart transversal là, et tout, c'est quand même, qui ne s'appelle pas pouvoir, mais en tout cas, c'est ce rempart-là, qui permet de veiller sur eux tous pour voir si chacun joue sa partition et pour permettre que la maison de la démocratie ou la maison de la gouvernance soit bien gardée. En contrepartie, ce rôle démocratique central de la presse
lui confère des droits à la presse. Celui de ses enquêtes sur la vie publique. Ça confère à la presse de faire des enquêtes, des investigations sur la vie publique, de contrôler, entre autres, les grands pouvoirs institutionnels que sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Parmi ces citations fétiches, il aime aussi parler de Jean-Sylvain Veilly, président du tiers-État, et c'est depuis la Révolution de 1789 qui a été maire de Paris aussi. Il dit que la publicité, je cite, la publicité de la vie publique est la sauvegarde du peuple. Tant que la vie publique est sur la place publique, le peuple est sauvegardé et le peuple sait où il se trouve. Donc il dit la publicité de la vie publique est la sauvegarde du peuple. En clair, la légitimité de la presse viendrait du peuple qu'elle doit éclairer sur l'ensemble de la vie publique, ce qu'on lui montre et ce qu'on lui cache. Le droit à contrôler en permanence, à investiguer en profondeur repose sur l'idée d'une délégation d'une partie de la souveraineté du peuple à la presse. Un droit sacré car d'essence révolutionnaire issu de 1789, où tout doit désormais se passer en public et sous le regard attentif et sévère des citoyens et de leur presse. Je vous remercie. Maintenant, pour finir, j'ai dit toujours par rapport à l'information comme un bien public, les devoirs du journaliste, c'est aussi des devoirs de suspicion des pouvoirs publics à tout moment. Il faut toujours soupçonner que les pouvoirs publics ne sont pas en train de bien faire pour les amener à aller en profondeur dans l'information qu'ils donnent. Donc il faut les interpeller, il faut contrôler, il faut investiguer. Une nécessité en démocratie du pouvoir journalistique sur la base d'une philosophie du soupçon. Pour finir et conclure, encore avec les journalistes d'investigation d'une manière générale, nous pouvons soutenir que le quatrième pouvoir n'aura pas fini d'ancrer sa légitimité et sa légalité institutionnelle tant qu'il ne s'appropriera pas définitivement du droit à l'information et de l'obligation de contrôle et de veille sur le respect de l'information comme bien public et socle de la démocratie et la gouvernance et la bonne gouvernance. C'est en cela et pour cela que nous devons faire la promotion de l'information comme un bien public, comme le veut l'UNESCO en ce 30e anniversaire de la déclaration de Windhoek. Je vous remercie. Non, c'est exceptionnel. Ici, dans le quartier, dans les temps. Je disais que si je prends le micro, on ne peut pas m'arrêter. Non, mais il est dans les temps. Et merci beaucoup, M. Cissé. Vous avez suivi avec moi cette présentation très fouillée, très claire sur le thème. Et donc, il a d'abord commencé par planter les décors, comme on le dit dans notre jargon, en faisant référence à tout ce que l'UNESCO, dans le cadre de la déclaration de Windhoek, a pris comme élément jusqu'à la charte africaine pour la rediffusion à partir de septembre 1991. Donc, c'est ce qui l'a amené, n'est-ce pas, à nous faire comprendre tous les dispositifs législatifs qui concernant les Mali, tous ces dispositifs-là existent. Il les a énumérés par rapport à l'accès, n'est-ce pas, à l'information comme étant une exigence de la population. Il a évoqué le rôle des médias et de la société civile. Donc, nous comprenons à travers ce qu'il a dit que l'accès à l'information, n'est-ce pas, est un impératif pour la bonne gouvernance. C'est l'une des conditions pour que les citoyens vraiment puissent s'épanouir. Et donc, mais son analyse nous a permis de comprendre aussi que face à tous les dispositifs législatifs et réglementaires qui promeuvent l'accès à l'information, il y a la méconnaissance du citoyen par rapport, n'est-ce pas, à ces textes-là. Et que faire par rapport à ces méconnaissances-là? C'est à ce niveau qu'il a vraiment mis l'accent sur la contribution essentielle des médias et de la société civile. Et il a fait des propositions de solutions en homme averti. Il a parlé des campagnes d'éducation citoyenne et il a mis l'accent sur l'accès à l'information comme étant un droit constitutionnel. Donc, il a proposé des pistes de solutions que vous avez bien suivies avec moi. Et en dernier ressort, n'est-ce pas,
il a mis en relief la place vraiment des médias, de la presse dans cette quête, vraiment ces besoins de savoir que la population doit avoir dans un contexte où la majeure partie de la population malienne, les 75% de la population vraiment sont analphabètes. Que faire pour vraiment aider cette population à comprendre les textes et lois qui concernent l'accès à l'information pour qu'ils puissent vraiment agir véritablement et qui sont des conditions pour que notre démocratie puisse vraiment se sentir à l'aise. Et je pense que de façon ramassée, ce sont là les éléments essentiels que j'ai pu retenir vraiment de cette présentation très riche, très détaillée. Je ne voudrais pas vraiment en dire plus, mais je voudrais vraiment vous permettre de poser des questions pour enrichir ou vraiment pour vous permettre de mieux comprendre des points. Parce que c'est un expert et à l'occasion aussi, il pourra vraiment bénéficier de la contribution d'autres qui sont dans la salle, tels que les acteurs du mouvement démocratique qui ont aussi vraiment une connaissance de tout ce qui vient d'être présenté. Donc, je vais vous donner la parole. Je ne sais pas, on va faire sous forme d'enregistrement de 5 noms ou bien, je ne sais pas, 10 noms. Si vous voulez, on enregistre d'abord ceux qui voudraient intervenir. On prend 5 d'abord, 5, il répond, et puis on donne la parole aussi aux 5 autres qui voudraient vraiment la prendre. Je vous remercie. Oui? Hein? Amadou Salah Touré. Oui? Madame Si. Après, mon ami viendra. Shahana Takiou. Oui? On a 3. Oui? Noum? C'est Noum Togo. Oui, un dernier. Hein? Oui? Hassan. Alassane Suleiman. Merci. Donc nous avons les 5 premiers postulants qui voudraient vraiment intervenir et nous allons passer la parole à M. Amadou Salah Touré. Donc je voudrais que les interventions soient précises pour permettre de donner la chance à beaucoup d'autres de pouvoir intervenir, de pouvoir poser des questions. Ok, merci beaucoup. Amadou Salah Touré, journal Lumière Info. En même temps, les présentateurs de débat sans détrou sur la Hondo Télévision. J'ai 3 petites préoccupations. La première, comment nous pourrons avoir une information comme bien public si nous sommes en face à un public qui ne fait même pas la différence entre un journaliste, un animateur de la radio et un vidéomène des réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous devrons faire réellement pour qu'ils puissent comprendre que l'information est un bien public? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, d'après le président de la Maison de la Presse, que j'aime trop écouter ses discours dans ces derniers temps, il dit que celui-même qui donne l'information doit avoir l'information à son niveau. Par exemple, les journalistes même doivent être informés. Mais nous ne sommes pas réellement du tout informés. Pourquoi? Parce que pour moi, la façon dont les faîtières donnent les informations, pour moi, ce n'est pas de la bonne manière. On regroupe quelques groupes ou bien quelques directeurs de publication, on les amène à quelque part pour les former dans l'éthique et la déontologie. Selon moi, ce n'est pas de bonne manière de donner l'information. Parce que ce n'est pas le directeur de publication en tant que tel qui va très généralement sur le terrain pour aller accueillir l'information. Quelle est la question? La question est de savoir comment les faîtières-là pourront vraiment bien former les journalistes qui sont sur le terrain pour accueillir l'information à leur directeur. Dernière question est de savoir réellement aujourd'hui, est-ce que les problèmes auxquels les journalistes se trouvent, est-ce que ça pas du tout les aînés, ceux qui ont passé devant nous? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour que nous n'étions pas comme ça aujourd'hui? Ça, c'est la dernière question. Je vous remercie.
D'accord. Merci. Madame Si. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je pense que on ne saluera jamais assez le rôle déterminant de la presse dans l'avènement de la démocratie. Et je ne sais pas si c'est un quatrième pouvoir ou c'est le deuxième ou le troisième, mais ce qui est sûr, c'est que la presse est un pouvoir redoutable. C'est un pouvoir redoutable. La majorité de la population malienne, jusqu'à ce qu'il y ait cette ouverture, ce pluralisme au niveau des médias, tous ceux qui se disaient à la radio ou à la télé, pour eux, c'est de l'argent, il faut prendre ça comme c'est de l'argent comptant. Donc ils vont te dire, ah, tiens donc, à fora radio là, à fora télé là. Donc ça montre l'importance de ce qui est donné comme information par vous, acteurs de la presse. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un pouvoir redoutable. Et donc, il est d'autant plus nécessaire, effectivement, de bien surveiller ça, de bien encadrer ça, si on veut que les citoyens maliens soient bien informés de ce qui se passe dans leur pays et qu'ils puissent jouer leur rôle de citoyen, et notamment ce que vous avez appelé le contrôle citoyen au niveau de la vie publique, de tout ce qui se passe dans la vie publique. Moi, j'ai juste une préoccupation, et peut-être c'est sous forme de question. Et les informations dont vous avez besoin pour informer nous autres citoyens, vous avez du mal à les obtenir au niveau des administrations publiques, privées, parapubliques, etc. Est-ce qu'il y a un cadre d'échange entre vous et les... Parce que dans tous les départements, dans toutes les sociétés, les grandes sociétés, entreprises, il y a des chargés de communication. Mais la plupart du temps, malheureusement, en tout cas, c'est ce que je constate, c'est des chargés de communication, mais qui n'ont réellement aucun profil, qui n'ont aucune expérience, qui ne sont pas de la profession, en général. Je dis en général. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas consciencieux, ils ne savent pas de faire le travail, mais ils n'ont pas appris le métier. Mais au-delà de cela, est-ce qu'eux-mêmes sont informés de ce que Amé vient de dire ici? Est-ce que toute cette législation sur les droits à l'information, etc., est-ce qu'eux-mêmes sont informés de cela? Eux-mêmes ne sont pas informés de cela. Comment voulez-vous qu'ils puissent faciliter l'accès des journalistes aux informations? Ils considèrent que c'est comme une faveur qu'ils font aux journalistes en leur donnant des informations que les journalistes réclament. Ils considèrent ça comme une faveur et quelquefois peut-être même ils monnaient cela. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous avez des relations, est-ce qu'il y a un cadre d'échange avec ces chargés de communication pour leur faire comprendre que c'est un droit pour le citoyen et que eux, c'est leur devoir de mettre ces informations à votre disposition? Ça me paraît important comme, en tout cas comme démarche à faire en leur endroit. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire en vous saluant encore une fois, en vous encourageant. Le secteur qui a des difficultés, qui a besoin d'être assaini, je viens de le dire à certains de vos confrères, tous les secteurs dans notre pays ont besoin d'assainissement, tous ont besoin d'être quelque part refondés, mais le rôle crucial que vous jouez nécessite qu'il y ait vraiment plus d'ardeur à assainir ce secteur-là pour le bien même de l'ensemble des populations maliennes. Merci encore et bonne semaine de la liberté de la presse. Merci, madame. D'accord. Je vais juste réagir à votre préoccupation avant que vous passiez. Et puis on va continuer avec les autres. Ou bien modérateur, comme elle est en train de se retirer. Je dis, comme madame est en train de se retirer, elle nous a fait l'honneur d'être là et de changer tout son agenda pour nous. Je vais juste répondre à sa préoccupation. D'abord, elle nous a félicité. Elle croit que la presse est, qu'on le veut ou pas, c'est un pouvoir ou en tout cas il est incontournable. Et comme elle l'a dit, effectivement, dans le temps, quand on te dit radio il y a faux ou bien journal il y a faux, ça veut dire que c'est à la limite, si ce n'est pas le Coran, c'est pas ces paroles d'évangile ou quelque chose qui ressemble à ça.
Mais au moment où la presse s'est le plus démocratisée, c'est en ce moment que le doute a commencé à venir de ce que la presse dit. Donc ça veut dire qu'il y a des interrogations à se faire. Mais tout ça montre que les esprits sont de plus en plus ouverts et que les gens comprennent de plus en plus les médias pour dire qu'ils ont des tendances, ils sont de ce côté, ils sont de cela. Mais en réalité, sur le cadre d'échange, je suis d'accord avec madame qu'il faut un cadre d'échange. Mais depuis 1992, on travaille à ce cadre d'échange. Les chargés de mission, avant, c'était des attachés de presse, avant 1992, avant l'avènement de la Troisième République. On s'est battu pendant la transition de 1991 pour que désormais il soit des cadres et des cadres de la communication. Je rappelle quand même pour les anciens qu'on avait tenu à l'époque, en 1992, un atelier au Narhawa sur la mission d'un conseiller à la communication, différemment d'un attaché de presse. Et depuis, on s'est battu. La Troisième République a entériné ça en nommant dans tous les départements des chargés de communication, donc des conseillers à la communication, normalement, qui devaient être l'interface entre les différentes administrations et malheureusement, même ceux qui ont le niveau, même quand des fois c'est des professionnels même qui sont là-bas, c'est plus un accompagnateur du ministre qu'un éclaireur, aussi bien des populations que des médias eux-mêmes. Donc des fois vous partez à la limite, c'est à peine si on accepte de vous donner même un café pour que vous faisiez. Vous demandez une information dans une administration, on te dit je vais demander à mon ministre, je vais voir avec le directeur général, je vais. Jusqu'à présent, la confidentialité de l'information continue à être une réalité. La rétention de l'information continue à être une réalité. Les journalistes pratiquants sont toujours confrontés à ça. Malgré que des fois, des confrères à eux sont partis dans les départements. Pour être franc, dès qu'ils ont franchi le Rubicon, le cordon ombilical est presque coupé entre certains et la profession. Je ne dis pas tous, mais d'une manière générale, c'est ça le grand handicap qu'on a. Je crois qu'il faut sensibiliser encore, comme je l'ai dit, il faut travailler aussi bien les administrations que les chargés de communication à créer ce cadre d'échange qui fait qu'on peut organiser des petits déjeuners, des cafés avec des confrères pour leur montrer au moins comment fonctionne le département. Quelle est la politique du département? Quelles sont les stratégies du département aujourd'hui? Très peu de chargés de mission déclinent la stratégie de leur département ou la stratégie de leur ministre ou de leur responsable de services dans lesquels ils sont pour que la presse puisse porter l'information à tout le monde et savoir. Et des fois que vous voulez, comme je dis, enquêter, contrôler ou investiguer sur le secteur, on croit que vous êtes un opposant, vous êtes quelqu'un qui veut empêcher les gens de tourner en rond. Ah, Chana est venu chez nous aujourd'hui. Le ministre même dit, il faut faire attention à lui, moi je n'aime pas, Ou bien c'est Belko qui est en train de faire un tour. C'est un journaliste véreux, il est vicieux du moins, c'est un ancien, il va sortir des choses qu'on ne veut pas savoir. Or, il n'y a rien à cacher normalement quand on est dans une administration publique. Par essence, il n'y a pas de choses à cacher. Et le journaliste, il doit... Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit le soupçon existe. On tend plus à chercher ce qu'on nous cache que ce qu'on veut nous montrer parce qu'on se rend toujours compte qu'on ne nous a pas dit l'essentiel. Et c'est ça qui est important. Et je crois que je suis d'accord avec vous que ce cadre d'échange-là, si on peut le créer, il faut le créer ou il faut sensibiliser à le créer pour faire en sorte que l'accès à l'information soit une réalité et que les gens, les journalistes eux-mêmes considèrent l'information comme un bien public dont les citoyens doivent profiter pour savoir en toute connaissance de cause à quelle sauce on est en train de les faire manger ou on est en train de les manger. Je suis d'accord avec vous, votre préoccupation, elle est réelle, mais il faut qu'elle soit prise en compte aussi bien par la profession que par les administrations et leurs chargés de communication. Merci, madame. Merci bien. Donc, on va passer la parole à M. Chana Takiou. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci, monsieur le conférencier, pour cet exposé technique. Je m'attendais à quelque chose de plus digestif parce que vous nous avez parlé de beaucoup de lois, de beaucoup de textes, de décisions, tout ça là, c'est vraiment technique, c'est technique. Nous sommes ici avec des étudiants, nous avons besoin de quelque chose de pratique, de consommable. D'abord, je voudrais savoir, parce que le concept, l'information comme bien public, vous ne l'avez pas assez expliqué. Qu'est-ce qu'on entend
par l'information comme bien public. Il faudrait bien, je dis bien expliquer ce concept, parce que ce n'est pas une phrase simple, l'information comme bien public. Exposer, si on aligne les mots, l'information comme bien public, tout le monde peut penser, imaginer ce que cela veut dire, mais je pense qu'il y a un contenu à mettre dans ça. Il y a des explications à donner. Il faut nous dire ce concept-là. Qu'est-ce que c'est que l'information comme bien public? Pourquoi cette information est un bien public? Tout comme l'argent public, tout comme les bâtiments publics. Pourquoi cette information qui semble être gratuite, pourquoi cette information, elle est un bien public? Pourquoi elle est un bien public? Et durant toutes ces années de presse et autres-là, c'est aujourd'hui, en 2021, qu'on se rend compte que l'information est un bien public. Oui, c'est un bien public. Expliquez-nous le bien fondé qui fait de cette information un bien public. Le bien public est un bien précieux, un bien que nous devons tous défendre, un bien à nous tous. C'est ça, j'ai vraiment besoin d'ample information, d'explication sur le concept de l'information comme bien public. Maintenant, en venant aux questions techniques, les lois évoquées par-ci, par-là, les décrets, je n'aimerais pas être long, je veux m'arrêter seulement sur un seul point, l'accès à l'information. Vous avez dit que le citoyen a droit à l'information, c'est vrai. Le citoyen a droit à l'information. Ça doit même être un droit constitutionnel. Mais le citoyen, qui informe le citoyen? C'est nous les journalistes. Par quel canal? Dans quelle langue? Dans quelle langue? Mais si nous les journalistes, nous sommes incapables d'accès à l'information, comment est-ce que nous pourrions rendre cette information accessible aux citoyens? Je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur nous d'abord, journalistes, car souvent nous avons des difficultés d'accès à cette information. Nous sommes incompétents souvent. Ce n'est pas seulement difficile d'accès, il y a l'incompétence d'une part, il y a les difficultés administratives d'autre part, qui font que nous n'avons pas droit à l'information. Nous n'avons pas la bonne information. Si nous n'avons pas la bonne information, mon Dieu, le public aura droit à quoi? Aura droit à quoi? Tout sauf l'information. Donc vraiment, je voudrais encore une fois de plus, ça c'est un commentaire à ma dernière partie, que vous nous expliquez vraiment tout le contour de l'information comme bien public. J'en ai terminé, merci. Nous sommes Togo. Remettez-lui le micro, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le modérateur, Monsieur Cissé, permettez-moi d'abord de rendre hommage à tous ceux qui sont tombés sous ce champ d'honneur, la journée internationale de la presse, où des hommes et des femmes de valeur ont donné leur vie pour que nous soyons ici aujourd'hui. D'abord, je voulais l'image qu'on prête aux journalistes. Monsieur Cissé, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que l'image qu'on donne aux journalistes, pour qu'on puisse relever ce défi-là? Parce qu'aujourd'hui, les journalistes sont considérés comme des petits mendiants. Les journalistes sont considérés, c'est au Mali qu'on voit souvent, s'il y a des conférences de presse où il y a des sorties, on voit les journalistes huer pour prendre 5 000, 10 000 francs. L'image qu'on donne aux journalistes, est-ce qu'on peut avoir confiance aux journalistes en comparant à d'autres pays? Là-bas, donc accepter de prendre 5 000 francs ou 10 000 francs, c'est considéré comme des crimes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner la force et la crédibilité à l'image d'un journaliste? Permettez-moi de faire une contribution en tant que j'ai eu ce privilège, la chance d'être chargé à la communication 12 ans au ministère de la Défense. Je dis d'abord concernant la communication, la première des choses, le premier communicant, c'est le ministre. Vous avez remarqué que chez nous, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, c'est que les ministres eux-mêmes ne veulent pas donner l'information.
Le premier communicant, c'est le ministre. Le chargé à la communication n'accompagne que la politique du département à travers le ministre. Mais vous avez remarqué, le ministre même pense que avec les journalistes, ce n'est pas la peine, il faut les laisser, donc il ne faut pas donner l'information, laissez-les dire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire on casse l'information. Si nous voulons, parce que vous avez eu au moins la chance en tant que patron de nous accompagner à Sélégué maintes fois avec le budget de la primature, les 50 millions, on est parti au moins 5 ans ou 6 ans, on se retrouve donc pour bouffer cet argent et on revient, et il n'y a pas une politique. Et les concertations qu'on a voulu toujours avoir avec les départements, avec l'État même pour que ça marche, l'État n'a jamais voulu donner de l'information, ou les responsables qui gèrent l'État n'ont jamais voulu donner de l'information aux journalistes. Et les journalistes sont obligés souvent de dire ce qui n'est pas vrai pour avoir l'information. Alors si nous voulons que ça marche, et si nous voulons que l'information soit donnée au peuple, forcément il faut que les responsables des départements, les ministres, les premiers ministres et tout le monde acceptent de donner au moins l'information aux journalistes pour que l'information soit au moins à la disposition du peuple malien. Mais nous avons remarqué qu'aujourd'hui, c'est très difficile de constater, mais l'information, c'est eux-mêmes, ils ne donnent pas l'information aux journalistes. Pour terminer, je voulais que vous nous expliquiez aussi, aujourd'hui l'implication, ça veut dire l'intervention de l'Internet, dans le monde de la presse. Tout le monde est devenu journaliste. Vous avez un petit téléphone, en face, on fait le direct. On donne l'information, on fait le Facebook. On donne l'information souvent qui n'est même pas crédible. On s'attaque aux gens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation? Parce que ça n'honore pas la presse malienne, ça n'honore pas la presse sur le plan international. Vous avez remarqué au Mali, en général, les vidéomans, tout ce que nous avons au Mali, c'est au Mali qu'on voit ça. Dans d'autres pays, en général, on ne voit pas. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous allez faire pour circonscrire à tout ça, pour que l'immense des hommes de presse qui ont accepté de donner leur savoir-faire pour développer le pays, qu'ils soient donc au moins appréciés par tout le monde. Je termine par l'aide à la presse. Depuis des années, au départ, autant Alpha Oumar Konaré, à aujourd'hui, d'autres pays qui nous comptent, comme le Burkina Faso, comme d'autres, sont à 1 milliard et quelques. Le Mali jusqu'à présent, même les 200 millions prévus ne sont pas donnés et les conditions de travail des journalistes, je ne parle pas, c'est la misère. Et je m'arrête là. Merci. Merci. Le dernier intervenant, c'est M. Alassane Suleiman. Remettez-lui le micro, s'il vous plaît. Oui. Merci. Merci, bonjour à tous. Je me présente Alassane Suleiman, je suis journaliste, je suis le président de l'association des anciens étudiants et stagiaires du CESTI de Dakar, Ama CESTI. Merci beaucoup, merci au conférencier, un aîné qui a fait son parcours dans la presse et qui illumine aussi le chemin des générations actuelles et de la génération intermédiaire. Je vais peut-être donner ma propre lecture de ce que l'information en tant que bien public, puisque l'UNESCO nous invite à cogiter un peu sur ça. C'est une notion qu'il faut approfondir, qu'il faut analyser. Le bien public, si on regarde un peu, ici, on peut considérer les édifices publics comme des biens publics. Moi, je peux considérer, la plupart du temps, quand l'on organise une marche ici, quand les marcheurs se mettent à casser, et quand ils touchent les feux de circulation, on leur dit, vous cassez votre propre propriété, parce que les feux de circulation sont là pour tout le monde.
Donc c'est un bien public qui est à la disposition du public, du grand public, des citoyens, et donc qui doit être consommé par l'ensemble. Donc quand on le casse pour soi. Et donc je pense que l'UNESCO nous invite à considérer l'information comme un bien public, comme les feux de circulation, comme les bâtiments publics, comme la justice, comme les services de santé et bien d'autres auxquels les citoyens ont recours. Et effectivement, les citoyens ont recours à l'information chaque matin, quand on va au kiosque pour acheter son journal, quand on écoute la radio, ou aussi quand on se met devant son poste téléviseur ou quand on va sur un site d'information. Alors, à partir de cette compréhension que je me donne de la notion de l'information comme bien public à laquelle on nous invite à débattre ce matin, j'ai deux questions à l'endroit du conférencier. Les précarités, on sait qu'il y a beaucoup de précarité dans le domaine de la presse, notamment la précarité salariale. Est-ce que ces précarités ne sont pas aussi des premières entraves à la transformation de l'information comme bien public? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la première question, les précarités, notamment la précarité salariale. Est-ce qu'elle n'est pas une entrave essentielle à la transformation de l'information comme bien public, notamment par les journalistes? La deuxième question, c'est comme on le constate dans notre pays. Notre pays n'échappe pas à la situation que l'on constate dans les grands pays. On voit que la presse est de plus en plus contrôlée par des acteurs non médiatiques, comme des PDG de sociétés et entreprises du secteur industriel, économique, des services, et de plus en plus des chefs religieux, mais aussi des responsables politiques, qui prennent le contrôle d'organes de presse, donc qui les créent, ou en tout cas qui en prennent le contrôle. Est-ce que ces acteurs-là, ne sont pas leur contrôle? Est-ce que leur contrôle n'est pas une menace pour l'information à cause, bien évidemment, des conflits d'intérêts que ce contrôle-là peut engendrer? Voilà un peu ma deuxième question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a, parmi les 5 intervenants, on a Mme Si qui a eu sa réponse. Donc, nous avons le premier. D'accord. Donc, on nous dit que nous disposons de très peu de temps pour continuer. Donc, on va demander à M. Cissé, il y a eu des questions, mais aussi il y a eu des contributions. On va lui demander vraiment d'intervenir de façon rapide. Il y a le premier intervenant, M. Touré, n'est-ce pas, qui se pose la question de savoir comment avoir une information comme bien public. Pendant qu'il y a des confusions entre vraiment journalistes et autres acteurs, si je peux m'exprimer ainsi, il y a des confusions dans ce domaine-là. Je ne sais pas si tu l'as bien noté. Voilà. Il a posé 3 questions. Et deuxième question, comment les fêtières peuvent vraiment contribuer à la formation des journalistes, leurs responsabilités dans ça. Et la dernière question, c'est vraiment, il se pose la question sur les responsabilités des aînés dans les erreurs, au niveau des erreurs commises par, n'est-ce pas, la génération actuelle. Quelles sont les responsabilités des aînés? Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà. Donc, ce sont les 3 questions rapidement. Je vous donne le micro. Monsieur le modérateur, oui. C'est vous qui m'avez dit qu'on a 1 heure et que moi j'avais 20 minutes. Donc moi j'ai respecté mes 20 minutes. Peut-être que c'est les questionnaires qui n'ont pas respecté leur temps. Donc c'est à vous de les modérer. Moi je fais ce que je peux. Donc je vais répondre très rapidement aux questions qui ont été posées. D'abord, monsieur Touré, vous posez un problème classique. C'est un peu le problème que tout le monde pose aujourd'hui. Dire que comment avoir une information face à un public qui ne sait même pas faire la différence entre l'animateur, le journaliste et le publicitaire, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça
J'ai dit ça dans l'exposé. Je suis désolé que Shahana soit partie, je ne suis pas d'accord. On ne pose pas des questions, on n'interpelle pas pour partir. On pose des questions pour avoir les réponses. Il ne faut pas venir. Ah, mais s'il accorde une interview, il n'a qu'à dire à l'interview qu'il a posé une question, il attend d'avoir sa réponse. Sa réponse est primordiale par rapport à son interview. C'est ça la vérité. Il faut qu'on se dise aussi, il faut avoir de l'éthique dans tout. Il faut poser des questions après, tu vas jouer au chef de l'autre côté. Donc, Touré, moi je crois que, comme vous dites, aujourd'hui, dans l'exposé, j'ai parlé de l'éducation aux médias. J'ai parlé de l'éducation citoyenne. Jusqu'à présent, et comme j'ai dit à Madame, si on a un devoir de sensibilisation vis-à-vis du public, le public ne connaît pas suffisamment les médias. J'ai dit, heureusement que de plus en plus, il essaie de les connaître. Avant, ce qu'il savait, c'était que la radio et le journal, même pas la télé à l'époque. Et il savait seulement que ce que la radio a dit, c'est authentique parce que c'est le gouvernement qui lui a dit ça. C'est une information publique qu'il a diffusée. C'est une information qu'il a diffusée comme un bien public. Donc on doit la tenir comme telle. Mais au fur et à mesure que la liberté de la presse est devenue une réalité et que la presse s'est démocratisée, le monde politique aussi s'est démocratisé, les décideurs. Ah, je suis désolé, Shahana, entre ton interview et ta question, tu as choisi ton interview. Ah, c'est ça aussi la vérité, mon frère. Il faut qu'on se dise les choses. Donc, ouais, d'accord. Tu es toujours excusé. Mais toi aussi, excuse aux gens. Voilà. Donc, j'ai dit, Touré, c'est un peu ça. Je me dis qu'aujourd'hui, c'est aux journaux aussi de faire comprendre au public. Nous aussi, on a un devoir de faire un peu de l'éducation aux médias. Et sensibiliser notre public, lui faire comprendre, et lui faire comprendre quelle est la différence entre l'animateur, et ainsi de suite, et tout et tout. Et en ça, je crois que ce n'est pas, les fêtières n'ont pas fait quelque chose de mauvais en appelant les responsables pour les former ou leur donner des informations, alors que les journalistes sont là. Quand on donne une information au patronat, le patronat doit le répercuter aussi aux entreprises de presse à travers les journalistes et les animateurs de ces entreprises de presse-là. Donc je me dis que c'est une chaîne, donc chacun doit avoir son compte là-dedans. Maintenant, des fois, il y a des fêtières qui organisent des formations directement à l'endroit des journalistes. Parce que le premier responsable de ce qui s'est dit dans une entreprise de presse, c'est quand même le directeur de publication. Donc les fêtières sont obligés de les responsabiliser à ce niveau, quitte à ce qu'eux aussi viennent. Par exemple, si on fait une formation sur la charte d'antenne et que l'URTEL, à travers les directeurs, a signé pour ces directeurs et autres, ça doit être vulgarisé au niveau des rédactions. La charte d'antenne doit venir et être affichée dans les rédactions. Et chaque fois qu'un journaliste n'a pas compris une partie, on doit se faire le devoir de lui expliquer et il doit avoir des formations. La formation, elle doit être continue, elle doit être à tous les niveaux. Et ton dernier point, c'est est-ce que les difficultés que les journalistes ont aujourd'hui, ce n'est pas le fait des anciens? Je me dis, chacun joue sa partition. Les anciens, ils ont joué, mais moi, je crois que les anciens, sans que je leur donne une certaine couverture, en tout cas, ils ont été beaucoup plus rigoureux dans les droits que les journalistes peuvent avoir que les générations d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un peu moins de syndicalisme qu'il y en avait avant. Les gens se battaient beaucoup plus pour les intérêts professionnels. Aujourd'hui, à la limite, les générations actuelles, chacun se bat pour son business. Chacun se bat pour que lui puisse être épanoui. Si son directeur a ça, lui aussi il veut avoir ça, ainsi de suite et tout et tout. Mais on ne se bat pas pour l'ensemble. Or, les anciens, en tout cas les premières fêtières, que ce soit la SEP, que ce soit l'URTEL, en tout cas, ils se sont battus pour que la profession soit mieux vue, mieux choisie. Il y a eu des textes, mais qui n'ont pas été bien appliqués. Même si l'aide à la presse, depuis 1992, l'aide à la presse existe dans les textes, mais comment ça a été appliqué, c'est une autre chose. Donc je me dis que les anciens, dans les trucs qui se battent, il y a eu des espèces de conventions qui ont eu lieu, qui n'ont pas pu être appliquées. Mais j'ai rarement vu un syndicat battre le pavé pendant une semaine, pendant 2 semaines pour avoir certains droits qui sont consacrés ou par un texte ou par, en tout cas, un gouvernement, mais dont la réalité est tout autre. Donc je me dis que aujourd'hui, il faut peut-être que les anciens transmettent plutôt leur flamme de lutte, leur flamme de gagne, de niaque à la génération actuelle, qui est un peu une génération beaucoup plus, à la limite pour moi, gâtée, et une génération qui ressemble beaucoup plus aux réseaux sociaux qu'à la presse dans la difficulté que les autres ont vécu avant. Donc voilà un peu ce que je peux donner comme réponse à toi. Là, Madame, si j'ai déjà répondu. S'agissant de Shana et avant Togo, hein. Voilà. Shana, il m'a parlé de clarification du contexte.
Je crois que, d'abord, il dit que mon exposé a été très technique. Mon exposé, il n'a pas été technique. Mon exposé a dit d'abord au niveau de l'UNESCO. Qu'est-ce que l'UNESCO a demandé? Moi, j'ai la déclaration de l'UNESCO pour la déclaration du 30e anniversaire et sur le thème qu'ils sont en train de débattre aujourd'hui. Et l'UNESCO a dit que, vous savez, l'UNESCO, tous les 10 ans, il va dans une thématique plus en profondeur par rapport à ça. C'est pour ça que je vous ai dit, sans rentrer dans la genèse de la déclaration de Windhoek, ce qu'en 1991, elle était dans la logique de la liberté de la presse écrite et qu'il fallait l'ancrer, il fallait la prioriser, il fallait la gagner. À partir de 2001, elle a été dans la logique des ondes hertziennes. Et elle s'est battue sur ça jusqu'à ce qu'elle a pu avoir la charte des radios. Je parle sous le contrôle de Mariko, il a été président de l'URTEL. Et en 2011, j'étais à Windhoek moi-même, elle s'est battue pour que l'accès à l'information soit une réalité. Après la libération des ondes, après la libération de la plume, après la libération des ondes et de la parole, il faut que tout le monde ait accès à l'information. Et contrairement à ce que nous, journalistes, on pense, l'accès à l'information, ce n'est pas que pour les journalistes. L'accès à l'information, c'est pour tout le monde. C'est pour les chercheurs, c'est pour les citoyens lambda. Et ils ont même dit que c'est beaucoup plus pour les pauvres. Et les franges les plus vulnérables de ces pauvres-là, les jeunes, les femmes, il faut qu'ils aient accès à l'information. Et de plus en plus, aujourd'hui, moi je conduis un projet, je parle sous le contrôle de Sadou et de certains de l'essor et de Lama ou de Clédou, où on dit comment donner la parole aux femmes rurales. Il faut que les femmes rurales aient accès à l'information parce qu'elles participent à 80% de l'économie familiale dans le monde rural. Mais les gens ne savent pas parce qu'elles n'avaient pas la parole, parce qu'elles ne pouvaient pas parler, parce qu'il fallait que leur mari les autorise, parce que. Alors que les maris même n'ont jamais été contre le fait qu'elles parlent, parce que les maris n'ont jamais été contre le fait qu'on montre ce qu'elles font, parce que les maris admirent leurs femmes, leurs épouses, ce qu'elles font à l'intérieur du pays. Donc, l'accès à l'information, c'est pour tout le monde. Maintenant, la loi d'accès tient compte de la spécificité de chaque catégorie. C'est ça la loi d'accès. Et c'est ça en 2011 qui a été décidé à Windhoek. En 2011, j'y étais. Maintenant, 10 ans après Windhoek, l'UNESCO s'est dit qu'il faut évaluer 10 ans après la liberté de presse, la liberté d'opinion, la liberté de recevoir et de répandre l'information. Elle est en train d'être actée dans tous les textes en Afrique d'une manière générale, même si dans certains pays jusqu'à présent ce n'est pas une réalité. Maintenant qu'on est à ça, les gens ont tellement accès à l'information, comment encadrer cette information par rapport à la désinformation, par rapport à la mésinformation, par rapport à la stigmatisation. Et cette année, 2 fois l'UNESCO a fait des trucs, le discours de l'UNESCO, le représentant de l'UNESCO l'a dit, M. Cissé, ils ont axé ça sur la Covid et quelles sont les informations qu'il faut prendre sur la Covid. Et comment corriger les désinformations, les fact-checking, comment il faut faire pour faire en sorte. Donc, l'UNESCO est dans une logique dans les pays où c'est déjà une réalité. Comment, avec les nouveaux médias, avec l'Internet, comment est-ce qu'il faut traiter cette information? Il faut montrer que cette information, l'information est un bien commun, comment on dit, est un bien commun, ou comment on dit, est un bien public, pour que n'importe qui a l'information puisse la rendre accessible d'abord. C'est un bien pour tout le monde. C'est pour l'intérêt général. C'est pour l'intérêt du public. Donc quand tu as une information, tu es obligé de la donner à celui qui veut la prendre. Ça, c'est un. Maintenant, l'UNESCO veut que vous, les journalistes qui avez l'information, si vous avez une information, il faut la considérer comme un bien public. Donc il ne faut pas donner n'importe quelle information aux gens. Il faut la recouper, il faut la vérifier, il faut donner la vraie. C'est en ce moment que c'est un bien public. Mais si c'est dit n'importe quoi que vous donnez aux gens, vous devez être attaqué pour ça. Vous devez être interpellé pour ça. Vous devez être jugé pour ça. Parce que le bien public, vous l'avez galvaudé. Donc c'est pour ça que j'ai dit l'information comme un bien public, aussi bien pour les médias. Et toutes les fois, j'ai dit, ce n'est pas l'apanage des seuls médias, ni des seuls chercheurs, ni des seuls ONG. C'est l'apanage de tous les citoyens. Tout citoyen doit avoir l'information, doit savoir pourquoi je fais ça. Si le citoyen doit aller voter, il faut qu'il sache pourquoi il va voter. Le citoyen qui est un véritable citoyen averti, c'est celui qui connaît son environnement, qui sait qu'est-ce qui se passe autour de lui, qui a toutes les informations sur ton environnement pour pouvoir décider en toute connaissance de cause, ou pour voter, ou pour apprécier telle décision ou telle autre d'une administration, ou pour apprécier l'information que toi-même tu lui donnes dans le 22 septembre.
ou pour apprécier dans le jury quelles sont les parts de vérité que tu donnes et quelles sont celles qui ne sont pas bonnes. Quelles sont les vérités qu'ils voulaient savoir. C'est pour ça que je dis il y a un devoir d'interpeller, un devoir de contrôler, un devoir d'investiguer, un devoir d'enquêter pour trouver la bonne information pour le public. Et en ce moment, c'est un bien commun. C'est pour le citoyen que tu cherches l'information. Le citoyen aussi cherche l'information pour lui. C'est-à-dire que tout le monde concourt à rendre l'information comme un bien public. C'est tout le monde qui concourt à ça. Et l'État par rapport à l'accès à l'information. Maintenant, quand j'ai fait l'état des lieux du Mali, j'ai dit pour que l'information devienne un bien public, il faut y avoir accès. D'abord, l'administration ou le tenant du pouvoir ou le privé qui le tient, il faut que tu lui donnes l'information. C'est-à-dire que si tu vends un produit, il faut que je connaisse l'origine du produit, il faut que je sache un peu quelles sont les qualités, ainsi de suite. Si je vais chercher, tu dis, tu payes mon produit ou tu ne payes pas. Tu es trop mesquin, je m'en fous, je ne te vends plus ça. Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut que aussi la loi d'accès, quand elle existe, les sanctions encourues aux gens qui refusent de donner l'information, il faut que les sanctions leur soient appliquées. Parce que toute information que tu refuses de donner, si elle n'est pas encadrée par une loi qui dit que la loi dit que telle information, on ne peut pas la donner en l'état, non, il faut que tu encours le risque de le donner. Le journaliste, il y a des informations, quand bien même l'information est un bien public, il y a des informations que tu ne peux pas donner parce que l'information sur la vie privée de quelqu'un, jusqu'où c'est un bien public. C'est un bien public quand pour toi c'est d'intérêt général. Jusqu'elle est la frontière entre l'intérêt général et la vie privée de la personne. Tout ça, c'est des choses à voir. Mais c'est un bien public quand même parce que si, par exemple, vous prenez dans l'affaire Cahuzac, que ce soit l'affaire Cahuzac, que ce soit d'autres affaires, l'affaire Bentancourt, les affaires sur lesquelles aujourd'hui les présidents français ou les anciens premiers ministres français sont interpellés, mais c'est parce qu'ils ont considéré ces informations comme des informations publiques, ils les ont dénoncées, et 10 ans après, ils ont eu raison, de toute façon. Mais l'essentiel, c'est que le journaliste a fait son travail en tant que détenteur de l'information publique, ou bien en tant que chercheur de l'information publique, pour la mettre à la disposition du citoyen, et qu'il puisse savoir en toute connaissance de cause, ben on a mis les informations à leur disposition. Tu prends par exemple le cas j'ai pris le cas du docteur Weber, ou je ne sais pas quoi, le médecin de Mitterrand en son temps. Mais le lendemain de la mort de Mitterrand, il a souffert parce que pour lui, il détenait des informations publiques qu'il considérait comme un bien qui appartient à tous les Français parce que c'est un engagement de Mitterrand qu'il n'arrive pas à honorer. Mais dès que Mitterrand a quitté le pouvoir et 10 jours après sa mort déjà, il a publié le secret médical qu'il avait et qu'il taraudait l'esprit depuis tout le temps. Mais il a été condamné parce que la femme de Mitterrand et les enfants de Mitterrand ont dit, comme on dit, sa peau n'a même pas été sèche encore déjà qu'il commence à dire des choses sur son cancer et tout. Mais lui, il a dit pendant des années, pendant près de 10 ans, il a souffert de garder ce secret médical parce que le président même avait dit publiquement qu'il allait rendre son bulletin médical tous les 6 mois, chaque semaine. Et lui, il avait les informations, mais on lui imposait de ne pas les donner. Alors, pour lui, vis-à-vis de lui-même et de sa déontologie, il y avait quand même des trucs. Et on l'a condamné sur ce procès-là, il l'a gagné 8 ans après, pour dire qu'il avait raison de rendre ça public, parce que c'est un devoir, le public doit savoir. Donc moi, je me dis que l'information comme un bien public, je l'ai développée pendant tout le temps, vu de l'UNESCO, et vu du Mali comme nous l'avons aujourd'hui. Au Mali, nous l'avons parce que nous, même le droit d'accès à l'information tel que les normes internationales l'édictent, tel que la loi l'édicte, nous n'avons pas ça encore. Et j'ai dit, depuis 2011, depuis les journées nationales de 2009, 2010 à Selengue, 2011 à Selengue, 2012 à Selengue, comment on appelle, la commission d'Ava, avec tous ces textes-là, avec la loi d'accès, on devait les adopter en mai ou en juin 2012, ça n'a pas été parce qu'il y a eu coup d'État. Après, avec le gouvernement sortant, avec Yaya Sangaré, la maison de la presse et la HAC, on était en train de partir pour des journées nationales de l'information et de la communication dans ce mois de mai-là ou en avril passé, on devait les tenir pour que cette loi d'accès-là, fondamentalement, elle puisse passer, elle n'a pas passé. C'est pour ça que j'ai dit les 2 coups d'État ont retardé la mise en œuvre de cette loi-là. Et j'ai dit, depuis 1998, on est en train de travailler là-dessus. Malheureusement, on n'a pas pu. Mais l'état du niveau d'information des citoyens,
le faible niveau d'information, la faible alphabétisation de nos populations ont fait que jusqu'à présent, même les lois qui existent n'ont pas pu être appliquées à bon escient. Et que ATT a fait même appel au centre Carter pour l'aider à une meilleure compréhension de ces textes-là. Je crois que je n'ai pas été que technique. J'ai montré quel effort l'État était en train de faire pour mieux faire comprendre ce que c'est que l'accès à l'information et en quoi l'information est un bien public, est une chose d'intérêt général que tout le monde doit savoir. Mais pourvu qu'on puisse y avoir accès, si on n'a pas accès à ça. Et j'ai dit de 1998 jusqu'à aujourd'hui, les États n'ont pas totalement ignoré ça. Même le peu qu'ils ont fait est méconnu et n'est pas appliqué. Et j'ai dit le Mali gagnerait aujourd'hui à mettre dans son loi fondamentale, par rapport à la refonte qu'ils sont en train de faire, dans sa loi fondamentale, une disposition de, comme l'article 4, la refaire et faire en sorte que l'accès à l'information soit un droit constitutionnel. Mais j'ai dit le Mali va être leader en Afrique. Je ne vois pas en quoi j'ai été technique, mais je suis obligé de faire parce que tu ne peux pas parler d'information comme bien public sans parler du droit à l'information. Et j'ai parlé du fait que l'UNESCO a consacré en septembre, le mois de septembre comme le mois du droit de savoir et de l'accès universel à l'information. C'est ça l'accès à l'information, c'est ça l'information publique. Donc, moi je crois que j'ai expliqué comme je peux. Peut-être que j'ai rappelé des lois, j'ai rappelé des textes, mais j'ai montré en quoi l'accès à cette information-là la rend publique et la rend forte. Hein? C'est la question de Chana. Togo. Chana, ça va un peu. Voilà. Maintenant Togo a parlé de l'Internet, des journalistes. L'image écorchée des journalistes, c'est nous-mêmes qui allons l'améliorer ou ne l'améliorons pas. C'est ce que j'ai dit à nos amis tout de suite. J'ai dit aujourd'hui, les journalistes et même les trucs qu'on fait, on ressemble beaucoup plus aux réseaux sociaux qu'aux journalistes responsables. Le journaliste, c'est un des plus grands responsables. Et comme l'a dit l'autre, on ne peut pas te prêter d'être un quatrième pouvoir alors que tu n'es pas élu, tu n'es rien. Il faut que tu montres que tu es un vrai quatrième pouvoir, que tu es responsable. Soigner l'image de la presse aujourd'hui, c'est responsabiliser la presse. C'est nous responsabiliser par rapport au minimum de respect des principes qui nous régissent. Nous avons des principes qui sont connus de partout, c'est la déontologie. Nous avons des principes, c'est l'éthique, c'est la morale. Donc, quelle que soit la précarité, ça ne peut pas te faire enfreindre à des principes moraux, encore moins aux principes déontologiques. Donc, je me dis que c'est à nous de retravailler ça et de sensibiliser les uns et les autres. Et c'est un travail qui revient beaucoup plus aux fêtières. Pour reconnaître, c'est les organisations syndicales, les organisations des médias et les organisations patronales surtout qui doivent travailler à ça. Donc je me dis que c'est en ça. Et par rapport à l'Internet, c'est un peu ce que je veux dire. Aujourd'hui, il faut que l'éducation aux médias soit une réalité. Il faut que de plus en plus dans notre pays, même par rapport à l'accès à l'information et à l'information comme un bien public, c'est pour ça que j'ai dit l'éducation citoyenne et l'éducation aux médias. Dans cet océan de médias, c'est ça que l'UNESCO veut demander maintenant. Dans cet océan médiatique qui existe à travers les réseaux sociaux et tout ce qu'on voit, quelle éducation il faut donner aux citoyens pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent faire le meilleur choix entre ces médias-là. Donc il faut que de plus en plus, dans les curricula de l'éducation, ça fait 10 ans, moi je suis un militant de l'éducation aux médias. Depuis 2004, on a créé une association qui s'appelle le Journal à l'école Mali, qu'on a transformé en Institut pour la démocratie et l'éducation aux médias. On a fait des conférences internationales, ici même, avec des Argentins, avec des Cap-Verdiens et tout et tout. Et on a demandé au ministère de l'Éducation, et je me rappelle que Mohamed Lamine, en son temps, quand il était ministre de l'Éducation, il a demandé d'approfondir l'idée pour que ça rentre dans les curricula, qu'on enseigne de plus en plus les médias dans les écoles, qu'on apprenne aux enfants à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un média, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste, qu'est-ce que c'est qu'un animateur, qu'est-ce que c'est qu'un reportage, qu'est-ce que c'est que... Et on a fait 4 ans, je parle sous le contrôle de Sadou, de Ali Diara, et peut-être de Belko. On a fait 4 ans, on a organisé des concours pour les journalistes en herbe dans les lycées, à Bamako, à Ségou, à Sikasso. On voulait l'étendre à Mopti. Entre-temps, il y a eu des coups d'État et puis les moyens n'ont pas suivi. Pour que de plus en plus des enfants s'intéressent déjà au lycée. Et tenez-vous bien, 90% des élèves qui ont passé au concours, les 3 premiers de chaque région qui ont passé, c'est généralement, non seulement pas forcément des littéraires, des scientifiques, mais généralement ils ont eu les bourses d'excellence pour aller en France et ailleurs. Donc c'est pour vous dire que des choses ont été faites. Peut-être qu'il n'y a pas eu de publicité, il n'y a pas eu de communication là-dessus, mais voilà un peu vers quoi on peut aller. Et je considère que quand je parle à cet aéropage de professionnels,
quand je dis l'éducation aux médias, pour moi, ça se comprend. Quand je dis une éducation citoyenne aux médias, pour moi, ça se comprend. Je ne crois pas avoir été trop technique. En dehors des lois que j'ai rappelées de la Constitution, je n'ai pas été technique. J'ai rappelé seulement comment les choses se sont faites entre 1991 et aujourd'hui. Et comment chaque pouvoir, en son temps, a essayé de trouver une solution à ça. Sans l'appeler bien public, ils l'ont toujours considéré comme un bien public, ils ont toujours travaillé à ça, mais ils n'ont jamais pu le rendre accessible, ils n'ont jamais pu le rendre digeste aux gens. Et aujourd'hui, l'UNESCO se pose la question, après 10 ans d'accès à l'information, après 10 ans de loi d'accès à l'information, comment l'information se porte aujourd'hui? Est-ce que tous les citoyens arrivent à comprendre que c'est un bien public? Est-ce qu'ils arrivent à le considérer comme tel? Est-ce que les journalistes, tels que les chercheurs et tout le monde le considère? Est-ce que les lois encouragent les gens à ça? Voilà la question. Maintenant, la question d'Alassane, c'était sur quoi? La précarité salariale. Oui, là, je suis d'accord. Alassane, je suis d'accord avec vous. Franchement, la précarité salariale est un handicap. Est un handicap sérieux pour que l'information soit considérée comme un bien public. Et je crois que Dabo, tu nous fais une bonne transition parce que ça va déboucher sur la communication de Dabo qui va parler un peu de convention de salaire des gens. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la seule chose que je ne concède pas trop, c'est que la précarité n'est pas quand même source de manque d'éthique. Vous voyez? Mais la précarité salariale n'aide pas à rendre l'information comme un bien public. Parce que ça ne permet pas d'investiguer, ça ne permet pas d'enquêter, ça ne rend pas indépendant. Donc c'est des conditions très difficiles tant qu'on ne sort pas de cette précarité. Et c'est pour ça que je suis d'avis qu'il faut travailler à rendre les médias indépendants. Il faut travailler à apporter aux médias ce qui est de leur droit. Tous les autres même les partis politiques ont une attention de l'État. À plus forte raison, les médias et les journalistes surtout. Parce que leur travail de tous les jours fait qu'ils doivent être indépendants tous les jours pour mieux interpeller, pour mieux contrôler, pour mieux investiguer et pour mieux enquêter. Et pour faire des reportages assez indépendants. Quand tu pars à un reportage, c'est là où tu vas en reportage qu'on te paye, ce n'est pas ta rédaction qui te paye, ça pose problème quand même. Et ce n'est pas évident que tu puisses amener la moisson que ta rédaction attend de toi. Et par rapport à ton directeur, tu as des problèmes. Et finalement, tout le monde est obligé de s'accommoder de ça. Ça ne va pas loin. Et par rapport à ça, on aura des problèmes avec l'information comme un bien public par les médias, tant qu'on ne lève pas ce niveau-là. Et je crois qu'elle est interdépendante de ta deuxième question aussi. Les acteurs non médiatiques qui sont de plus en plus en train de... Et c'est ça le danger. C'est pour ça que j'ai dit la précarité salariale. Je suis d'accord avec toi. Et si ça doit être corrigé par les acteurs non médiatiques qui rentrent dans les médias, l'information comme un bien public ne sera pas une réalité. L'information sera toujours comme un bien industriel qui sera à la guise de ces gens-là. Et ça, il faut faire attention. Donc, je suis totalement d'accord avec toi sur tes deux interventions. Aussi bien la précarité salariale que les acteurs qui ne sont pas des médias, qui de plus en plus contrôlent les médias ou envahissent les médias ou en tout cas usurpent un peu. Et si c'est eux qui doivent corriger cette précarité salariale, ça ne sera pas dans l'intérêt de l'information comme un bien public, ni dans l'intérêt du journaliste. Mais ce serait dans leur propre intérêt et ce serait toujours une information beaucoup plus industrielle qu'une information comme bien public. Je te remercie. Merci. Donc, on nous dit qu'on a dépassé le temps qui nous a été imparti. Nous allons nous en excuser. C'était vraiment dû à l'importance du thème à débattre. Je pense qu'on... Oui. Oui, vas-y. Non, quand on a fini quand on a fini la cérémonie officielle, on a perdu 1 heure de temps dans des interviews et tout, alors que immédiatement après on devait se donner, on a donné 15 minutes. Mais c'est 1 heure de temps après. Donc ce n'est pas cette conférence qui a empiété sur le temps, c'est l'organisation qui a empiété sur le temps. Il faut avoir le courage de le dire, et ce n'est pas nous. Merci bien. Donc c'est à notre décharge. Donc je voudrais en votre nom remercier sincèrement M. Ahmed Cissé pour la clarté de la contribution. Et puis
Voilà, vous remercier pour les contributions combien importantes qui ont été faites, qui montrent que le thème vous a intéressé. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des questions à poser, mais compte tenu du temps imparti, on va s'en arrêter là. Et remercier en votre nom une fois de plus la Maison de la Presse pour nous avoir vraiment fait confiance et puis confier ce thème-là à M. Cissé. Et lui aussi, le féliciter pour sa disponibilité. M. Cissé est toujours disponible, n'est-ce pas, avec sa canne. Si vous l'appelez, il est prêt vraiment à être avec vous. Je vous remercie.